Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour tout vous dire, Franck Ferrand a récemment visité une exposition qui l'a visiblement enthousiasmé. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'exposition en question s'intitule « L'art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature ». Le président fondateur de cette institution, commissaire de l'exposition, Jean-Jacques Launier, est avec nous cet après-midi. Et avant d'aller visiter cette exposition, j'imagine que vous allez nous raconter la vie de Walt Disney. Oui, vous imaginez bien Anissa, il m'a semblé passionnant de revenir sur l'existence et sur les mystères d'un des hommes les plus importants du XXe siècle, sans doute celui, pour 3 ou 4 générations, qui aura le plus influencé l'imaginaire de ses contemporains. Et pour creuser un peu la question, j'ai convié à nous rejoindre une grande spécialiste des États-Unis et de la culture américaine, une habituée de cette émission, Nicole Bacharan. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec Mr. Walt Disney. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les souris, Mickey et Minnie, bien entendu, les canards Donald et Daisy. Est-ce que Daisy est encore un canard d'ailleurs? Je sais pas, une canne ou une gentille petite canne. Le chien Goofy, Pluto en français, sont devenus des icônes de la culture de masse et, disons-le, des symboles du fameux impérialisme culturel américain. Nous allons y venir dans un instant. À partir de quelques grands films d'animation des années 30 à 50, des films qui ont valu à Walt Disney quelques 22 Oscars à Hollywood, vous imaginez ça, 22 Oscars. Incroyable. Il a réussi à faire éclore cet univers qui a fait l'objet de milliers, de dizaines de milliers de déclinaisons sur toutes sortes de supports. Il a réussi à attirer à lui jusqu'à notre époque des visiteurs du monde entier. Les parcs Disney réunissent aujourd'hui 130 millions de visiteurs chaque année. Tout ça est complètement fou. 2 fois la population française. Disneyland Paris, dont on fête cette année les 25 ans d'existence, a accueilli l'an dernier plus de 13 millions de visiteurs à lui seul. La gloire du très célèbre dessinateur à moustache est telle qu'elle n'a cessé d'alimenter toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de légendes à son sujet, notamment sur Internet qui est devenu le grand vecteur des légendes urbaines. Vous savez, c'est extraordinaire ce qu'on peut lire parfois sur certains sites. On dit que Walt Disney serait un des descendants des sorciers de Salem, vous savez, puisque sa mère était descendante du révérend George Burroughs. Sa mère, en fait, Flora Cole, était descendante d'une famille qui a vécu, c'est vrai, dans la région de Salem à l'époque, à la fin du XVIIe siècle, dans le Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis. Mais on a beau chercher tous les liens possibles, il n'y a aucun moyen de rattacher Walt Disney à l'un des sorciers en question et à ses victimes de la vindicte de l'époque. On dit également que Walt Disney aurait reçu une rafale de balles dans le corps pendant la Première Guerre mondiale. Vous lirez ça à peu près partout. Alors, c'est vrai qu'il a servi en tant que volontaire, il était ambulancier pendant la Première Guerre mondiale, mais il n'a jamais été blessé. C'est pour la légende. Que cela soit clair. On dit que le corps de Walt Disney a été congelé, on dit cryogénisé après sa mort, et qu'il repose sous l'attraction Pirates des Caraïbes du premier parc Disneyland. Bah oui, mais alors ça paraît incroyable, on se dit peut-être qu'un jour la science pourra ressusciter Walt Disney, qui nous fera de nouveaux dessins animés, mais en fait c'est faux, je suis désolé, le corps de Walt Disney a été incinéré en vérité et son urne déposée dans la crypte familiale au Forest Lawn Memorial Park de Glendale en Californie. Bref, vous voyez qu'on en raconte énormément. On dit qu'il se lavait les mains 100 fois par jour. Allez, une petite concession, il paraît que ça c'est vrai, figurez-vous. On dit aussi qu'il était franc-maçon de très haut grade, qu'il aurait dessiné la fameuse tenue, si j'ose dire, de Mickey à partir du tablier de la confrérie. En fait, la tenue de Mickey, cette petite culotte rouge avec les 2 boutons, c'est simplement parce que c'est très facile à dessiner et surtout très facile à reconnaître. Car chez Disney, il y a une sorte de génie de la simplification graphique. Chaque image doit pouvoir être immédiatement incorporée, si je puis dire. Elle doit être reconnue par le psychisme en une fraction de seconde. On dit aussi que Walt Disney était antisémite, voire même sympathisant nazi. Alors nous verrons d'où vient cette accusation qui a vu le jour pendant la grève des studios Disney en 1941. Parmi les syndicalistes très opposés à Disney, il est vrai qu'il y avait un homme qui était juif et qui d'ailleurs en faisait quasiment une bannière et que Disney devait maudire sans aucun doute. De là à l'imaginer sympathisant d'Hitler, ça me paraît aller un peu vite en besogne. Alors, revenons si vous le voulez aux origines.
Le nom Disney est une déformation du nom français d'origine normande Disney. Ben voilà, Walt Disney Comme la crème. a quelque chose de français. Alors c'est très lointain. Hein. L'autre jour, on racontait l'histoire de Guillaume le Conquérant. Je vous ai emmené sur le champ de la bataille d'Hastings en 1066. Eh bien, c'est vrai qu'un certain Jean-Christophe d'Isigny faisait partie des compagnons de Guillaume et qu'il s'est trouvé très bien en Angleterre. Il y a fait souche, comme beaucoup des compagnons normands. Et la famille d'Isigny va désormais vivre là en Angleterre pendant des siècles. Ça va devenir Disney. Et au XVIIe siècle, la famille émigre. Il faut dire que les seigneurs d'Isigny participent au complot contre le roi Jacques II d'Angleterre. Il y a eu tellement d'histoires dans cette histoire d'Angleterre sur laquelle nous avons tendance à revenir un peu plus souvent maintenant. Je sais que vous aimez ça. Alors, notre Disney, il faisait partie des conjurés, et bien entendu, il faisait pas bon rester sur le sol anglais dans ces conditions. Le voilà donc parti pour le comté de Kilkenny en Irlande, et de là, un peu plus tard, un certain nombre sont rentrés en France et d'autres ont émigré vers le nord de l'Irlande, d'où deux frères à l'esprit aventureux se sont embarqués pour le Nouveau Monde. On les retrouve à New York en 1834. L'aîné, Arundel, est père de 16 enfants. Il s'installe sur la rive canadienne du lac Huron. Son fils aîné, Keppel, va se laisser tenter par les rêves de Far West et c'est comme ça qu'il arrive en Californie. Vous imaginez, on suit toute la généalogie. Il s'installe au printemps 1878 avec ses deux fils, Elias et Walt. Alors attention, le Walt en question n'est évidemment pas celui que nous connaissons, ce n'est encore que son oncle. Alors, les grands classiques de Disney avec un extrait des Aristochats, Tout le monde veut devenir un cat. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte la vie de Walt Disney et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Walt Disney. Alors, Franck, vous nous parlez des débuts de Walt Disney. On l'a vu en 1878, son grand-père s'installe en Californie. Est-ce qu'à l'époque, on peut déjà parler de ce rêve américain ? On est en pleine reconstruction. 1878, vous imaginez, c'est la période qui suit de peu la guerre de sécession et les États-Unis se reconstruisent, bien entendu. Et parallèlement, le pays connaît une industrialisation assez extraordinaire grâce au chemin de fer. On ne dira jamais à quel point le chemin de fer a irrigué les États-Unis et a fait décoller ce pays. Et puis à l'immigration, bien entendu, qui venait nourrir une main-d'œuvre très importante dans les usines. Et puis les États-Unis s'étendent aussi vers l'Ouest. Ça fait quand même 3 grands facteurs de développement, pour ne pas dire d'explosion. En 1850, la Californie a adhéré à l'Union, c'est donc tardivement. Elle a fait l'objet de cette fameuse ruée vers l'or, le Gold Rush. Vous savez, ça a duré quelques années. Et lorsque le grand-père de Walt Disney s'installe en Californie, donc en 1878, l'État est en plein développement grâce aux compagnies minières, notamment, qui s'y sont installées. On parle pas encore de cinéma à l'époque, bien entendu. La lumière de la Californie ne s'est pas encore révélée un moyen une source de revenus très importante. Le grand-père, donc, Disney, déchante quand même assez vite. Il va quitter la Californie pour le Kansas. Son fils Elias, qui donc lui est le père de notre Walt, le rejoint. Il va faire sa propre vie et en 1888, il épouse une très jolie jeune femme, Flora Cole, dont j'ai déjà eu l'occasion de prononcer le nom. Le couple a 3 premiers enfants. Alors Elias fait un petit peu tout, il est menuisier de formation, il va être recruté par un pasteur de Chicago pour bâtir une nouvelle aile de son église. Quand je dis menuisier, il avait une dimension d'architecte. Dans un pays où la moitié des maisons sont en bois, évidemment, les menuisiers jouent un rôle absolument essentiel. Le pasteur en question s'appelle Walter Parr et c'est en son honneur que le 4e enfant de la famille va être baptisé Walter Elias Disney. Et Walter, ça va bientôt être abrégé en Walt, exactement comme l'oncle. Le frère d'Elias, le père, s'appelait également Walter, et on disait Walt dans la famille. Il est donc né, notre Walt, le 5 décembre 1901, 4e des 5 enfants d'Elias et de Flora. Il aura, je dis 4e parce qu'il y aura une petite sœur qui va naître après lui. Alors une légende, encore une légende décidément,
a plané sur l'identité de la mère du petit garçon. Certains ont été jusqu'à prétendre, mais encore une fois, jamais personne n'a pu le prouver véritablement, que le petit Walt n'était pas né à Chicago, mais en vérité à Majorca, dans une petite ville de l'arrière-pays d'Almeida, une ville où réside une belle Espagnole, Consuela Suarez, qui aurait été la maîtresse d'Elias, et en fait, ce petit Walt, aurait été le fils de la maîtresse, et non pas le fils de l'épouse légitime. Le père aurait discrètement recueilli ce petit garçon conçu hors mariage. Encore une fois, on n'arrive pas à prouver cette histoire. Je ne dis pas qu'elle repose tout à fait sur rien, il y a quelques bruits qui ont couru, mais enfin, ça permettrait évidemment d'expliquer pourquoi Walt avait cette espèce de grain de folie que n'avaient pas les autres dans la famille. Et ça aurait pu expliquer aussi chez lui, à partir du moment où il aurait été conscient de la chose, ça aurait pu expliquer ce besoin de se distinguer, d'être différent et d'être supérieur. Pourquoi pas? Mais encore une fois, ça n'est pas du tout prouvé. Peut-être que certains aspects du caractère du grand Walt Disney sont cachés dans son enfance, c'est certain, mais peut-être plus dans la façon dont il a été élevé en quelque sorte. C'est une jeunesse très dure qu'il vit avec son frère préféré, Roy. En 1906, on est en pleine crise du bâtiment, Elias Disney se retrouve sans travail. Alors à ce moment-là, il décide de s'installer à la campagne. Vous imaginez le choc pour la famille, si je puis dire. Le petit Walt, lui, a 5 ans, ça va encore. On s'installe dans le Missouri, dans une ferme, et là, ça n'est plus du tout la vie citadine. La vie est dure, les 2 fils aînés sont en âge de s'en aller. Allez hop, ils en profitent pour quitter la maison. Il se sauve, si je puis dire, et quand je dis il se sauve, c'est à prendre au sens propre, car le père Disney est très violent, cette espèce d'Elias là. Il semble même qu'il se soit montré carrément sadique avec ses enfants, et vous comprenez qu'évidemment, les 2 aînés étant partis, bon, la petite, elle, c'est sur les 2 cadets, c'est sur Roy qui a 16 ans et sur Walt qui lui n'en a que 8 que va désormais passer la colère paternelle. Mark Elliott, dans Walt Disney, la face cachée du prince d'Hollywood, écrit: afin d'optimiser la productivité de ses fistons, Elias n'hésitait pas à avoir recours au châtiment corporel, coups de fouet et de ceinturon. À la moindre provocation de leur part, réelle ou imaginaire, il enfermait Roy ou Walt dans la remise et laissait libre cours à sa colère. Le soir, après une nouvelle correction, Walter allait se coucher en pleurant, incapable de trouver le sommeil. Roy, plus âgé, plus costaud, supportait mieux les sévices paternels. Roy massait les blessures de son frère et le berçait pour l'endormir, en lui promettant que les choses iraient mieux le lendemain. Walt se serrait contre son grand frère et lui demandait si l'homme qui les battait était vraiment leur père ou bien un vieux monsieur qui lui ressemblait et qui voulait leur faire peur. L'enfance de Walt Disney, vous l'aurez compris, ressemble assez peu à une enfance de dessin animé. On est plutôt dans le roman naturaliste anglais, en l'occurrence. Henri Gourdin nous dit: avec le temps, toutefois, les choses évoluent. Roy termine sa scolarité en 1911, quitte immédiatement la maison, sans une ombre de regret, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à Walter, il s'enhardit au cours d'une séance de martinet à agripper le bras du bourreau, instant crucial, car ce souffre-douleur est le dernier de la série. Sa rébellion sonne la fin des punitions corporelles, donc du bonheur de son père et de la main-d'œuvre au rabais. L'enjeu est de taille, mais la détermination qu'Elias lit dans les yeux de son cadet ne lui laisse aucun espoir. Le bourreau baisse le bras, il fond en larmes. La page de l'enfance de Walt vient de se tourner. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Walt Disney cet après-midi sur Europe 1. Vous nous avez raconté son enfance, une enfance difficile avec un père violent, et il a réussi à faire cesser les coups sur lui, Walt Disney. Oui, par la force de sa personnalité, tout simplement. Un regard, parfois, vous savez, ça peut suffire, mais il faut aller le chercher loin, ce regard, évidemment. En 1911, le père de Walt attrape la typhoïde. Alors là, il n'est plus question d'exploiter la ferme, bien sûr. On va abandonner la campagne et la famille revient en ville. On s'installe à Kansas City, où le père est livreur de journaux, et comme il a l'occasion, il en profite pour mettre son fils au travail. Walt devient à son tour livreur de journaux. Il se lève aux aurores, parce que les journaux arrivent à 4h30 du matin,
Et du coup, il faut bien dire que ça n'arrange pas sa scolarité. Déjà, ça n'était pas un élève très attentif, c'est moins qu'on puisse dire. Il était beaucoup trop inclassable. Mais là, évidemment, avec le travail, ça ne s'arrange pas. Il faut dire qu'en revanche, il se met à dessiner. Il dessine énormément de façon quasiment compulsive. La famille vit au 3028 Bellefontaine Street. On est à 2 pâtés de maison d'une sorte de Luna Park, le jardin Fairmont. Et ça, pour Walt, c'est la parenthèse de rêve, si vous voulez. Il est contraint souvent de regarder les attractions à travers le grillage, parce que là, on n'a pas les moyens chez les Disney d'entrer là, mais ça le fait rêver. Rien que le spectacle le fascine. Et il va devenir l'ami d'un certain Walt Pfeiffer. On les appelle les 2 Walt. Vous savez, c'est les gamins inséparables, comme ça arrive souvent à l'adolescence. Et on les voit souvent assister, en trichant, il est rare qu'ils achètent leurs billets, ils assistent à des projections de cinéma. Nous sommes dans les tout débuts du cinématographe. La grande vedette à l'époque, c'est Charlie Chaplin, bien entendu, et les gags de Charlot et de quelques autres vont enchanter les 2 Walt, et notamment notre Disney, qui va peut-être trouver là, d'une certaine manière, sa vocation. Alors qu'il est en train d'essayer de vendre ses dessins au journal de l'école, Walt Disney obtient l'équivalent du certificat américain d'études, une sorte de certif, mais spécialisation dessin. Vous voyez déjà, on est là en juin 1917 et très vite, sans doute pour échapper à tout ça, on comprend qu'il ait voulu s'engager dans la guerre qui avait lieu outre-Atlantique. Il n'a pas du tout l'âge nécessaire, mais sa mère va truquer les papiers pour qu'il puisse s'inscrire donc comme volontaire dans la Croix-Rouge. Il part donc pour l'Europe, devient ambulancier et va le rester même après l'armistice du 11 novembre 1918. Vous savez qu'il y a eu énormément de volontaires qui sont restés comme ça pendant plus de 6 mois parce il fallait s'occuper des blessés, bien sûr, toutes les opérations d'après-guerre. Et c'est à cette occasion que Walt Disney va découvrir le vieux continent et l'Europe, qui jouera un rôle essentiel dans sa carrière. L'inspiration des grands dessins animés dont nous allons parler dans un instant, c'est évidemment dans le patrimoine européen et je dirais même d'une façon générale dans le folklore franco-germanique qu'il faut venir le chercher. Et ça, Walt Disney l'a trouvé bien sûr lorsqu'il était en Europe. Alors il rentre aux États-Unis en septembre 1919 avec énormément de contes, de traditions, d'images dans les yeux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'ensemble de son œuvre sera désormais une sorte d'hommage à la culture européenne. C'est un paradoxe, ça, finalement, puisque on accuse Walt Disney d'être le grand suppôt de l'impérialisme américain, et je pense que c'est en partie vrai, nous verrons jusqu'où tout à l'heure. Mais bizarrement, cet impérialisme, il l'a assis sur une tradition, sur des références qui sont profondément européennes. Bertrand Mery, dans Walt Disney et nous, plaidoyer pour un mal-aimé, écrit « Après sa première prise de contact avec l'Europe, Disney y retournera régulièrement. Il se rendait surtout en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, mais aussi en Italie, en Suisse, au Danemark. Il traversait l'Atlantique sous les prétextes les plus divers. Au début, quand il avait commencé à être célébré à l'étranger, il y allait pour faire la promotion de ses cartoons et recevoir hommages et récompenses des autorités locales, puis pour monter des coproductions avec les studios européens, notamment en Grande-Bretagne, ou pour emmener ses collaborateurs visiter les grands musées comme le Louvre, la National Gallery ou les châteaux de la Loire, ou encore pour fêter l'anniversaire de son mariage en sacrifiant au rituel naissant de la tournée des hauts lieux historiques de l'Ancien Monde. C'est ce qu'on faisait à l'époque, on appelait ça l'European Tour. Et plus tard, quand il se préparait à son projet de lancer Disneyland pour visiter les plus importants parcs urbains et fêtes foraines du vieux continent. C'est là peut-être qu'on le voit venir au Danemark. Vous savez que les Danois ont un goût pour ces parcs d'attractions. Ils sont les premiers à les avoir lancés en Europe. Alors, en attendant, l'ambition de Walt, c'est de devenir artiste. Il va décrocher un premier emploi au studio publicitaire Pesman Robin. Il fait là la rencontre d'un certain Ub Iwerks qui est une sorte d'entrepreneur, comme il y en a tellement aux États-Unis. D'ailleurs, il va fonder avec lui une société. On ne peut pas dire que ça marche tout de suite très bien. Et puis, un jour, Disney voit l'annonce pour une compagnie de films publicitaires de Kansas City. Évidemment que ça le passionne. Il est engagé. La société s'appelle la Kansas City Film Ad Company. Ad pour advertisement, c'est pour publicité, et c'est là qu'il fait ses premières armes dans ce qui à l'époque est une invention, le film d'animation, puisqu'il a l'habitude de faire des dessins et puisqu'il est passionné de cinéma.
Si vous voulez, pour lui, ça paraît naturel de mélanger ces deux univers d'une certaine façon. Il va fabriquer des laughograms, c'est-à-dire ce qu'on a traduit en français par des rigologrammes, c'est-à-dire des petits dessins qui bougent, qui sont animés et qui, évidemment, à une époque où on n'a rien vu de tout ça, fascinent le monde. En mai 1922, Walt fonde officiellement la société Laughogram Films, mais le projet tourne court. Walt n'a pas d'argent pour poursuivre sa production. La boîte fait faillite. En 23, il est obligé de vendre sa caméra et décide d'aller là où les réalisateurs ont l'habitude d'aller. Monsieur Walt Disney arrive à Hollywood. C'était un grand jour quand j'ai pris le Santa Fe Limited, écrira-t-il. Libre et heureux. J'avais échoué, il est important d'avoir un échec cuisant quand on est jeune. Je n'avais qu'un but à Hollywood, travailler dans le cinéma, devenir réalisateur, c'était ma seule ambition. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, chère Nicole. Nous allons avec vous revenir sur la vie de Walt Disney, mais aussi sur tout ce qu'il représente aux États-Unis et au Après-midi, c'est l'histoire de Walt Disney qui nous intéresse et on en parle des débuts de Walt Disney, de tout son parcours avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Nicole Bacharan qui est historienne, politologue, spécialiste des États-Unis et auteur avec Dominique Simonet de First Ladies à la conquête de la Maison Blanche, paru chez Perrin. C'est un peu une First Lady d'une certaine manière, Blanche-Neige. Hein, Sans aucun doute. Je pense que ça a été la First Lady de Walt Disney et c'est vraiment ce personnage qui a lancé le principal de sa carrière. Alors quand nous parlons de Rembrandt ou de Einstein, nous avons assez peu de remarques, mais alors là sur Walt Disney, évidemment la culture est beaucoup plus répandue, si je puis dire, et on me fait remarquer, c'est très juste, c'est Émeric en l'occurrence qui me dit que Goofy, j'ai traduit par Pluto tout à l'heure, non Pluto c'est Pluto, et Goofy c'était Dingo, celui que nous avons nous rebaptisé Dingo en français, et Alain par ailleurs me fait observer que Walt Disney était incontestablement franc-maçon de très haut grade. On possède, dit-il, des documents à ce sujet, dont acte. Quant à Mickey, c'est des gants blancs qu'il s'agit, pas seulement. On disait que c'est l'ensemble de la tenue, qui d'ailleurs se réduit à peu de choses, puisqu'il avait une culotte rouge et des gants blancs, et des chaussures, le Mickey en question. C'est un personnage qui va devenir très vite emblématique. C'est la première grande invention de Walt Disney, Nicole Bacharan. Oui, tout à fait. Autant on vient de dire à l'instant que Blanche-Neige pouvait être la First Lady de Walt Disney, mais j'ai le sentiment que Mickey, c'est un peu son double. C'est ça. C'est un personnage qu'il a créé dans les années 20, qui était une petite souris au nez pointu, qui n'avait pas encore ces gants blancs d'ailleurs, ni cette tenue emblématique que vous décriviez, et qui petit à petit, c'est même assez rapidement d'ailleurs, c'est un peu arrondi, a eu un look, si j'ose dire, un peu plus de peluche, un peu plus enfantin, et plus attrayant d'ailleurs. Plus attrayant sans aucun doute. Et c'est pour ce personnage que Walt Disney a innové, d'abord évidemment dessin animé, puis dessin animé parlant, pas juste une musique d'accompagnement, mais vraiment du son, la voix étant celle de Walt Disney, ça sera la voix de Mickey pendant des décennies, et puis petit à petit, Mickey a élargi sa famille, vous en parliez. Mickey au départ s'appelait Mortimer, oui, c'était Mortimer. La souris Mortimer, Exactement. c'est pas formidable. Écoutez, on n'a pas dû trouver ça tellement attrayant non plus, donc le museau était moins pointu, et le nom est devenu Mickey, peut-être un diminutif. Et ce petit personnage très malin, qui s'en sort toujours, qui a l'air tout petit, tout maigrichon, mais qui finalement, va vaincre, et le vainqueur de duels et d'affrontements avec des puissances redoutables. Peut-être d'ailleurs que ça nous renvoie à l'enfance de Walt Disney que vous décriviez auparavant, mais en tout cas, je pense que Walt Disney et Mickey, d'une certaine manière, c'est presque la même chose. Alors les tout premiers films, ce sont les Silly Symphonies, les Alice Comedies. C'est l'équivalent animé des films de Charlie Chaplin ou d'Harold Lloyd. Ce sont des courts-métrages très... Oui, ça dure 7 minutes en général. Et donc, ce sont des petites histoires très courtes, très construites. Walt Disney s'inspirait des fables d'Ésope. Donc, il revenait dans la période latine même de la culture européenne. Tous les grands archétypes de la culture occidentale qui ressortent en fait. C'est peut-être ce qui a donné au personnage de Walt Disney et à son univers la dimension que nous connaissons aujourd'hui, c'est qu'il a complètement
ancrer tout cela sur un patrimoine mythologique, archétypal, un patrimoine qui, lui, est spécifiquement européen, en fait. Spécifiquement européen, et par le rayonnement de l'Europe, on peut dire pratiquement, si ce n'est universel, mais enfin quand même très Comme très mondial, largement répandu à l'échelle de la planète. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de succès avec ses petits films de 7 minutes. À ce moment-là, le cinéma, particulièrement dans les années 20, début des années 30, c'est la distraction du pauvre, hein, ça coûte presque rien. Vous parlez de cette classe ouvrière en très très grande expansion. Les nouveaux qui arrivent, ils parlent peu l'anglais ou mal. Et là, tout de suite, évidemment, tout le monde comprend. Les dialogues sont extrêmement simples. Donc c'est un beau départ, mais Walt Disney est un homme très ambitieux. Il ira donc beaucoup plus loin. Oui, il a un sens des affaires qui est au moins au niveau de sa créativité artistique. C'est un incroyable entrepreneur, en fait, Walt Disney. C'est peut-être la clé pour comprendre son parcours. Hein. En tout cas, c'est une des clés essentielles. Hein. Je pense que c'est un véritable artiste. Et là, il a vraiment... On peut même dire un génie dans la création. Oui, vraiment. Hein. Je veux dire, quand vous reprenez Blanche-Neige ou d'autres longs métrages, les dessins sont très travaillés, sont vraiment très très beaux. Donc c'est un artiste, c'est un inventeur, c'est un forcené du travail, et ça il l'a été toute sa vie. Et c'est un homme d'affaires absolument hors pair, qui perçoit très très bien son époque. Je ne sais pas jusqu'où nous allons ensemble, mais dans les années 50, par exemple, quand il va se lancer dans les parcs d'attractions, on est dans une période où c'est assez nouveau que parents et enfants partagent les mêmes loisirs. On est à l'époque où on dit que les ouvriers américains sont les plus heureux du monde, alors que l'Europe est exsangue après la guerre. Les États-Unis sont dans une période d'expansion industrielle tout à fait remarquable. Oui. Voilà, les salaires sont relativement élevés et la petite classe moyenne, la classe ouvrière, achète des voitures, achète des frigidaires et des machines à laver et peut passer les week-ends parfois dans ces parcs d'attractions qui faisaient rêver Walt Disney quand il était enfant et auxquels il n'avait alors pas accès. Alors les petites scénettes là, les silly melodies, ensuite les grands dessins animés, le journal de Mickey qui va être un vecteur extraordinaire dans toute une partie du monde, hein, dans toute la zone d'influence américaine, disons-le. Et puis alors effectivement à partir des années 50, 60, 70, les parcs d'attractions, tout ça finit par créer un véritable empire. Est-ce qu'on peut dire de Mickey et accessoirement de son père, Walt Disney, qu'ils sont les symboles de ce qu'on a appelé l'impérialisme américain ? Il y a une part de cela, il y a aucun doute. Hein. Vous avez cité tout un tas d'activités et elles ne vont que s'élargir. Dans les années 50-60, vous avez aussi une émission de télévision régulière où Walt Disney raconte, où c'est lui-même qui présente des feuilletons. Avec un charisme extraordinaire. Tout à fait, donc il y a des feuilletons, Zorro, Davy Crockett, que sais-je. Et Walt Disney publie de la musique, publie des albums, ça s'élargit de plus en plus. Et c'est vrai que sur ce fond de légendes, de mythes, de contes européens, il crée un monde très américain, une vision de l'enfance, une vision de la vie également. Une vision de la pureté d'une certaine manière. Oui, absolument. Très américain, donc oui, c'est un rouleau compresseur, donc forcément on peut parler d'impérialisme. Est-ce qu'il y a là une façon pour lui en quelque sorte de s'exonérer, peut-être pas de s'exonérer, mais en tout cas de couper une fois pour toutes avec cette enfance très difficile? Nous allons nous poser la question dans un instant. Au cœur de l'histoire. Nous sommes au cœur de l'histoire de Walt Disney cet après-midi sur Europe 1. Nous allons bien sûr parler de ses dessins animés, de son parcours avec votre invité. Vous recevez l'historienne, politologue et spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan, Franck. Oui, je vous demandais, Nicole Bacharan, juste avant l'interruption, que si on ne pouvait pas considérer d'une certaine manière que cet univers idéal créé par Walt Disney dans tous les registres possibles, qui s'adresse d'abord à l'enfance et aux familles à travers les enfants, disons-le, n'était pas une manière pour lui, et j'ai retrouvé le terme qui me faisait défaut, de conjurer cette enfance tellement difficile qu'il avait pu avoir. Moi, je pense qu'il y a vraiment une partie de cela. Je crois qu'un psychanalyste vous en ferait une bonne analyse. Mais c'est vrai que ce monde pur, innocent de l'enfance des films de Walt Disney, c'est aussi un monde terrifiant.
on a tous eu peur. Et si vous avez accompagné des enfants, les enfants, ils sont terrifiés. Je veux dire, la méchante reine de Blanche-Neige, elle est monstrueuse, Cruella de Vil, qui écharpe les petits dalmatiens. Et également, mais dans tous les contes, il faut revenir à Vassili Prop et à la structure du conte. Oui. Dans tous les contes, il y a forcément le méchant. Hein. C'est un élément moteur essentiel. Absolument, le grand méchant. Et vous avez de nombreuses scènes, je trouve, dans les films, qui montre ce que vous avez évoqué de l'enfance de Walt Disney, avec ce père qui entraînait les enfants dans la remise et qui fermait la porte, et ça devenait certainement tout noir, et ils étaient seuls avec le méchant, et il n'y avait plus personne pour leur porter secours. Moi, je pense tout à fait que ces peurs très profondes, très effrayantes de l'enfance, viennent probablement de l'enfance de Walt Disney et sont présentes dans ses films. Et à côté de la maison, en tout cas à Kansas City, il y avait ce Luna Park qu'il faisait tant rêver et dont il va devenir lui-même bientôt le maître planétaire. Le tout premier royaume magique de Walt Disney ouvre au milieu des années 50 en fait. Oui, c'est en 1955, donc c'est Disneyland en Californie, un parc qui bénéficie de cette lumière magique de la Californie que vous évoquiez, et c'est un monde dont Walt Disney est le maître absolu. Il conçoit tout de A à Z, les personnages qui sont les personnages des films, les attractions qui permettent de rentrer dans le film d'une certaine manière, les constructions, les châteaux, les petites villes, les trains. Il avait une passion pour les petits trains, peut-être parce qu'il avait aussi travaillé dans un train. Outre vendeur de journaux et jeune dessinateur, il travaillait également. On circulait dans le parc à bord de petits trains. Plus tard, quand il va y avoir Epcot, alors là c'est sur l'autre côte, en Floride. Voilà, exactement. Alors Epcot, il y a en Floride, c'est le parc qui a ouvert. Ensuite, il y a Disney World, qui est ce monde des films Disney, et puis Epcot, qui est effectivement un parc un petit peu d'anticipation, de haute technologie. Walt Disney, toute sa vie, est resté vraiment à la pointe des inventions de son temps. Alors Epcot, ça voit le jour après sa mort, en fait. Oui, il a fait partie du planning. Bien sûr. Il est mort jeune, il est mort. Enfin, aujourd'hui, on considère que c'est jeune. Oui, en tout cas, il est mort à 65 ans, en 1966, mais encore toujours plein de projets qui aboutiront, pour certains d'entre eux, donc après sa mort. Alors, ce n'est pas vrai qu'il ait été cryogénisé, vous êtes d'accord? Eh ben, écoutez, pas que je sache non plus. Je n'ai pas creusé sous l'attraction Pirates des Caraïbes, mais non, je n'y crois pas du tout. Bon, alors il y a comme ça un certain nombre d'éléments, de rumeurs qui longtemps ont été balayés du revers de la main par la compagnie, hein. Parce que c'est un énorme empire commercial, Walt Disney, faut pas l'oublier. Et puis quand même, il se trouve qu'en 2014, Meryl Streep a fait une déclaration, décidément, elle est toujours aux avant-postes, elle a fait une déclaration disant que Disney était un homme raciste, misogyne, antisémite, etc. Ça a fait beaucoup de bruit, et il y a même des membres de la famille de Walt Disney qui ont félicité Meryl Streep. C'est assez étonnant. Absolument, un petit peu comme si le couvercle de la marmite familiale avait sauté. Sa petite nièce, notamment, a repris les mêmes termes, raciste, misogyne, antisémite. Alors il y a du vrai dans ces rumeurs, malheureusement, et on n'est pas dans une période très lointaine. Il y a des preuves. Dans les années 30, donc quand l'Europe allait vers la guerre, Walt Disney fréquentait des cercles qui étaient isolationnistes, donc qui ne voulaient pas entrer dans la guerre, mais très souvent aussi pro-nazis. Ces milieux-là étaient quand même très mêlés. Il faisait partie d'un comité qui s'appelait America First, ce qui nous rappelle des choses qui reviennent au goût du jour. Oui. Mais est-ce qu'il y avait dans cette relative sympathie pour le régime hitlérien, est-ce qu'il y avait une part idéologique, ou est-ce que c'était simplement une façon de dire que les Européens se débrouillent entre eux et que l'Amérique n'a rien à voir là-dedans? Ce sont quand même deux points de vue. Oui, ce sont deux points de vue, qui ne se confondent pas. C'est ça, voilà, oui. Mais dont les militants se sont souvent réunis. On était les mêmes. Oui. On n'a pas trouvé que Walt Disney souhaitait la victoire d'Adolf Hitler en Allemagne. Mais par contre, la volonté de tenir l'Amérique à l'écart de cette guerre, au prix même, s'il fallait l'envisager, de la victoire de l'Allemagne, c'était
Vraiment, ça faisait partie des milieux qu'il fréquentait. Il a par exemple reçu, pour lui faire visiter les studios Disney, Leni Riefenstahl, la photographe et réalisatrice, sûr, alors vraiment très franchement nazie, qui est venue à Hollywood à la fin de 1938, donc après la nuit de cristal, et beaucoup de studios ont fermé leurs portes. Pas Walt Disney. Ça veut dire que la plupart des grands studios étaient tenus par des juifs, justement, qui avaient tout à fait conscience exactement de ce qui se passait. Et puis Walt Disney était très anticommuniste. Ça, y a aucun... Alors ça, il l'a montré après la guerre, cette fois. Mais là également, la volonté de s'isoler de l'Europe participait de cela. Mais dans les années 50, fin des années 40, années 50, il a témoigné devant la commission des activités anti-américaines du Congrès. Il a dénoncé quelques-uns de ses employés, et notamment cet homme dont vous parliez, qui avait mené les grèves des studios Disney en 1941 et qui avait failli le ruiner, et contre lequel il était resté très virulent. Oui, et ça l'a mené quasiment jusqu'à la fin de sa vie, de ses activités entre guillemets anticommunistes. Il était très proche du FBI, hein. Oui. Il avait une circulation d'informations. Il avait des liens avec le fameux Hoover. Très bien, il s'entendait très bien. Ah oui, d'accord, mais ça c'est important de le dire. Voilà, donc je ne dis pas que c'était une succursale du FBI, mais il avait des rapports constants avec le FBI, donc s'il trouvait qu'il y avait des informations à faire passer, alors, eh bien il n'hésitait pas. Vous voyez qu'on revient là à l'impérialisme, parce que si ces liens sont avérés entre Hoover, un certain nombre de personnalités du FBI et Walt Disney, on peut imaginer que ces structures aient utilisé les dessins animés, aient utilisé le journal de Mickey, etc., pour propager dans le monde entier une certaine vision de l'Amérique, du monde, de la vie. Bien sûr, très certainement, puisqu'on était, pour l'essentiel de la carrière de Disney après la guerre, on est vraiment en pleine guerre froide, et la propagande, ou l'information, ou le pouvoir de l'entertainment, comme on dit, était aussi tout à fait cruciaux. Le divertissement est un des meilleurs moyens de propagande, somme toute. Bien sûr, ça marchait extrêmement bien, et d'ailleurs, la Russie soviétique ne s'en privait pas, et le Parti communiste en Europe non plus. Vous aviez les Pif le chien, etc. Vous aviez des films d'ailleurs magnifiques venus d'Union soviétique. Il y avait aussi une guerre culturelle entre ces deux mondes opposés. Oui, c'était en quelque sorte, l'arme atomique secrète des États-Unis, ce Walt Disney. Je suis en train de lire un message de Twitter. Mais une personne me dit que j'ai confondu les Alice Comedies, qui sont de 1923 à 1927, qui précèdent Mickey, et avec l'apparition de Mickey, les Silly Symphonies Cartoons, qui ne sont lancés qu'en 1929. Quand je vous dis que c'est un domaine... ils sont extraordinairement pointus sur Disney. Merci beaucoup, personnage Disney. Nous nous retrouvons dans un instant, Nicole Bacharan. Nous allons entrer dans un monde un peu moins dur, un peu moins froid, celui de la création de Walt Disney et de ses grands dessins animés. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Original du film Peter Pan de Walt Disney, bien sûr, puisque nous parlons de sa vie et de ses œuvres cet après-midi sur Europe 1 avec votre invitée Nicole Bacharan, qui est historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, et vient de nous rejoindre en studio, puisque tout à l'heure nous irons visiter l'exposition L'art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature. Jean-Jacques Launier, qui est président fondateur de Art Ludique, le musée, et commissaire de cette exposition à voir à Paris. Une exposition absolument magnifique, et d'ailleurs un certain nombre de nos auditeurs ont envoyé des messages dans ce sens en disant c'est incroyable, c'est vrai que c'est une rétrospective. Moi, je m'y suis littéralement plongé avec joie. Bonjour, Monsieur le Président. Comment est-ce que je dois vous appeler, Monsieur le Commissaire de l'exposition, Jean-Jacques Launier. Vous nous disiez là pendant l'interruption que il ne faut pas oublier que par ailleurs, Walt Disney, dans le cadre de l'effort de guerre américain, puisqu'on a dit qu'il était très proche de Hoover, etc. Hoover était à la tête de la politique de propagande au moment de la guerre, et donc évidemment il a fait des films anti-nazis pendant la guerre. Absolument, dans un assez célèbre dans lequel Donald gifle Hitler carrément. Donc c'est vrai que sûrement que c'est un personnage entier, bizarre, spécial, comme le sont tous les artistes, mais n'occultons pas le fait qu'il a quand même pris parti de façon officielle à un moment avec des films de propagande. Au moment où la guerre était en
au moment où les États-Unis étaient en guerre contre l'Allemagne nazie, là, il était totalement... non, ça bien sûr. La période dont parlait Nicole Bacharan, c'était la période juste avant, c'est-à-dire les années 37-38. Tout à fait. Avant Pearl Harbor, quand vraiment la discussion sur l'entrée en guerre ou non était extrêmement virulente aux États-Unis, mais c'est vrai qu'à partir de 1941, il y a eu même des contrats passés entre le gouvernement américain et Walt Disney, et ce fameux film Donald Duck in Naziland, et non pas Naziland, mais Nazi ça veut dire cinglé. Donc il y avait une espèce de jeu de mots pour mettre l'accent sur le fait que Hitler était fou allié, et c'était des films qui étaient en soutien à l'effort de guerre européen et américain. On avait fait d'ailleurs une émission là-dessus, sur tous les grands cinéastes américains qui se sont lancés dans l'effort de guerre et contre l'Allemagne, bien entendu. À la mobilisation de la population américaine dans la guerre. Donc si l'on devait, pour être concret sur la question, si on devait bien faire la distinction, il y a 3 périodes de ce point de vue. Jusqu'en 1941, un fort isolationnisme de Walt Disney, qui est proche par plusieurs aspects des milieux pro-hitlériens aux États-Unis. Puis pendant la guerre de 41 à 45, cet effort de guerre, évidemment, là, tous les petits personnages. D'ailleurs, on voit même des Mickey sur les carlingues des avions, etc. Oui. Enfin, ça fait partie de bon. Et puis il y a l'autre période qu'il faut pas oublier à partir de 1951, la guerre froide, et notamment le McCarthyisme. Voilà, dont vous avez dit également quelques mots. Alors, pour sortir un peu de la politique et entrer dans la création, si je puis dire, ce sont les grands dessins animés qui vont nous intéresser, notamment dans la deuxième partie de cette émission, puisqu'ils sont au cœur de l'exposition qui est présentée en ce moment au Musée des Arts Ludiques. C'est sur le quai d'Austerlitz, dans ces anciens entrepôts qui maintenant sont devenus un endroit tout à fait culturel et très agréable, qui donne sur la Seine. Absolument, c'est le seul édifice parisien qui a les pieds dans l'eau, carrément. Oui, et alors là, on est littéralement les pieds dans la création graphique, car ce qui est remarquable, c'est le nombre impressionnant de dessins qui sont exposés dans cette exposition, qui sont des dessins originaux. D'où viennent-ils d'ailleurs Alors, ils viennent des archives de Disney, ils viennent effectivement de Los Angeles. Ils viennent tous de chez Disney, en fait. Il n'y en a pas en propriété privée de ces dessins ? Non, on a travaillé assez étroitement avec les gens des archives. C'est une création de notre musée avec notre équipe, mais on connaissait très bien évidemment les œuvres de Disney, et ils avaient suffisamment de matériel. En fait, ils possèdent 65 millions de dessins, donc ils avaient suffisamment d'œuvres disponibles pour nous, et du coup on a travaillé directement avec eux, ils nous ont fourni les dessins qu'on voulait. On peut dire, Nicole Bacharan, que une esthétique Disney, en quelque sorte, est devenue d'une certaine manière une esthétique américaine. Est-ce que c'est Disney qui a été capable de traduire les idéaux de la middle class américaine, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'ambiance Disney qui a influencé les Américains? Ce qui est frappant, c'est quand on est aux États-Unis aujourd'hui, Disney, c'est considéré comme une sorte ça fait partie intégrante du patrimoine national. Oui, vous avez des petits personnages de Disney sur la vaisselle, enfin c'est incroyable, c'est très répandu. Oui, c'est extrêmement répandu, et j'aurais tendance à dire, c'est quelque chose sur lequel on ne peut jamais trancher, mais que c'est Walt Disney qui a formé un certain regard américain, une certaine esthétique américaine, et c'est les dessins, les personnages, les ambiances, les lieux, même les paysages peints par Disney, à la Disney, on les voit dans les publicités, on les voit dans les affiches, on les voit dans une manière de s'habiller. Oui, je crois qu'il a beaucoup marqué l'esthétique américaine. Merci beaucoup Nicole Bacharan, vous restez avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage en date, First Ladies, à la conquête de la Maison Blanche. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. L'amour est un refrain. Nous en avons versé quelques larmes sur cette chanson, extrait du dessin animé Bambi. Vous êtes trop tendre en fait pour regarder ce genre de choses. J'ai beaucoup pleuré sur quasiment tous les Disney. Mais bon. Nous parlons de Walt Disney et de son patrimoine, puisque nous allons parcourir quelques-uns de ses grands dessins animés. L'œuvre de Walt Disney, on en parle jusqu'à 15h30 sur Europe 1 avec Nicole Bacharan et avec Jean-Jacques Launier, qui est président fondateur de Art Ludique Le
le musée à Paris et commissaire de l'exposition à voir jusqu'à dimanche, l'art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous êtes vraiment très nombreux à nous écrire aujourd'hui. Anne-Marie nous dit notamment, ce qui prouve à quel point Walt Disney fait partie de nos vies. Bien sûr. Walt Disney était un magicien, dit-elle. Ses films étaient d'une qualité inégalée dans les détails et les couleurs. Et aujourd'hui, les enfants c'était un divertissement à regarder en famille, dit-elle. C'était le partage et aujourd'hui les enfants sont seuls devant leur DVD. L'ambiance chaleureuse n'est pas toujours au rendez-vous. C'est vrai que pas chez vous visiblement. Ah bah non, moi ça a été une bonne excuse d'avoir un enfant. Comme ça je peux regarder tous les Disney. Nous sommes allés voir cette expo, nous dit Manon. C'est fascinant. Les dessins des années 40 à 60 notamment sont extra. C'est vrai que je trouve, mais on y reviendra tout à l'heure, qu'il y a une très forte différence entre ces dessins au sens propre des années 40 et puis comment on pourrait appeler ça, l'infographie, enfin les choses plus ça suit l'époque. C'est vrai qu'il y a l'émergence de l'art de l'animation, les années 50 avec le graphisme, le stylisme, les années 80 et puis effectivement la technologie. Et ce que je n'ai pas bien compris, que demande Manon, c'est si Walt Disney avait continué à dessiner sur les films. Et ça, c'est la grande question. Puisque nous venons d'entendre un extrait de la bande originale de Bambi, j'ai sous les yeux un certain nombre des somptueux dessins et refs du film. Et ils sont signés pour la plupart Marc Davis, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Il dessinait bien. C'était à l'origine, effectivement, un illustrateur, mais clairement, c'était avant tout un visionnaire, un artiste, et il a vu assez vite qu'il y avait des gens qui dessinaient beaucoup mieux que lui. Vous parliez de Ub Iwerks tout à l'heure. Enfin, il y avait des grands artistes et c'est lui qui est crédité notamment sur Steamboat Willie, ce fameux film en son synchronisé, le premier qui est sorti au cinéma. C'est lui qui a dessiné vraiment Mickey tel qu'il va rester. Et il s'est entouré aussi des 9 sages, ces fameux grands artistes mythiques d'inspiration européenne, là aussi, qu'on va retrouver à travers les films. Donc, il dessinotait, mais il ne dessinait plus comme à ses débuts. Il y a combien de planches dans l'expo? Des centaines, non? Il y a plus de 400 œuvres. Il y a plus de 400 œuvres originales, absolument. Oui. Alors, elles sont magnifiquement encadrées et on a ce que l'on voit, ce ne sont pas bien sûr des reproductions, ce sont toutes les œuvres originales. Absolument. Ça, c'est assez c'est un vrai musée. Et on voit notamment les traits de crayon, etc., qui peu à peu vont dessiner les silhouettes bien connues de Dumbo, de Bambi, de Peter Pan et que sais-je. Ça, c'est assez extraordinaire de voir comment on va vers une sorte d'épure à partir de personnages. Dans le cas de La Belle et le Clochard, par exemple, c'est très frappant. On a 2 petits chiens qui au début sont relativement indifférenciés, puis petit à petit ils prennent de la personnalité. Et dans les dessins qui sont finalement filmés, alors ce sont les mi-chiens, mi-hommes que nous connaissons. Hein. Tout à fait, ils ont tellement de sentiments qu'on peut s'identifier à ces chiens-là. Très anthropomorphiques. Absolument. Mais Disney a été notamment le premier à faire venir des animaux dans les studios. Il a été visionnaire à tellement de stades. Vous montrez des photos d'ailleurs. Où on voit des dessinateurs qui sont en séance de croquis autour d'un dalmatien pour essayer de donner au dalmatien un côté... Autour d'un dalmatien, autour de Fan pour Bambi. Et c'est vrai qu'il faut maîtriser absolument l'anatomie pour pouvoir caricaturer un animal, et en ça ils font une passerelle culturelle avec les artistes de la fin du 19e, les grands caricaturistes, les Doré, les Daumier. Eux, ils bénéficient de la technologie de l'animation, mais à part ça, ce sont de grands artistes qui auraient pu être graveurs, illustrateurs de livres. Alors, ce que je vous propose, ce qui serait intéressant, Jean-Jacques Launier, c'est de voir un peu comment est conçu un dessin animé classique. Il y a bien sûr des décors, il y a des personnages, il y a une animation, et c'est ce qui va faire la célébrité des dessins de Walt Disney, c'est que par rapport à bien d'autres, ils sont d'un naturel confondant, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les personnes, les animaux se déplacent exactement comme dans la réalité. Puis il y a aussi des scénaristes, bien entendu, etc. Donc c'est tout un travail. Comment fabriquait-on un grand dessin animé, je sais pas, dans les années 40 ou 50? Nous y venons dans un instant. D'entendre Balou sur Europe 1. Il en faut peu pour être heureux, un extrait du livre de la jungle. Cet après-midi, nous sommes au cœur de des œuvres de Walt Disney et de ses dessins animés qui vous rappellent bien des souvenirs à tous. Vous êtes très nombreux à nous écrire et nous sommes toujours avec Jean-Jacques Launier et Nicole Bacharon, Franck. Et Paul-Henri nous demande s'il existe des enregistrements des chansons de Walt Disney en version originale. Évidemment. Et les versions en français sont d'une telle niaiserie, dit-il. Ça gâche le plaisir de musique souvent très plaisante. Mais c'est-à-dire que vous savez, le problème avec la chanson anglo-saxonne, c'est que très souvent, c'est charmant à entendre en anglais, puis quand on l'entend traduit, on se dit, finalement, c'est pas si la traduction, c'est sévère, comme art. Les illustrateurs du 19e et du début du 20e, qui ont renouvelé le thème de l'anthropomorphisme, qui est vraiment au cœur même de notre sujet d'aujourd'hui, ont profondément influencé Walt Disney, nous dit Bruno Granville,
Honoré Daumier, bien sûr, Gustave Doré, Benjamin Rabier, l'allemand Heinrich Kley, l'anglaise Beatrix Potter sont des sources de nombreux personnages de Disney, et notamment, si celui-ci traite, dit-il, le plus souvent ces animaux anthropomorphisés avec bienveillance, il est des films où la métamorphose peut se révéler plus sévère, et c'est le cas notamment des arbres dans la forêt de la méchante reine de Blanche-Neige, Nicole Bacharan. Ah oui, tout à fait, les arbres qui s'animent, qui ont une vie à eux et une vie agressive, puisqu'ils sont chargés d'empêcher tout intrus de s'approcher du château de la princesse. Mais il y a d'autres films Disney où l'on voit comme ça des arbres. Il y a Pocahontas. Il y a Pocahontas. Pocahontas d'ailleurs qui reflète tout à fait l'évolution du graphisme. Si vous prenez Pocahontas et Blanche-Neige par exemple, Pocahontas est une fille très athlétique, un vrai top modèle des années 90, un personnage qui offrait en tout cas aux petites filles une vision de soi ou une projection de l'âge adulte tout à fait différente des personnages plus fragiles, plus fins, plus innocents d'une certaine manière, des années 30 ou 40, je parle des personnages féminins. En 36-37, lorsqu'on travaille à Blanche-Neige chez Walt Disney, c'est un pari complètement dément. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais réalisé de film d'animation à cette échelle-là. Toute sa famille lui dit qu'il sera sur la paille de manière définitive et il se ruine pour mettre ce film en route et l'achever. Il reforme tous ses dessinateurs, il en engage de nouveaux, mais surtout il les fait retravailler d'une manière très différente qui correspondent vraiment à son projet. Il met ça comme un capitaine d'industrie. Ça prend 3 ans, il n'a plus un sou quand le film sort. C'est un succès énorme. Mais d'où est venue l'idée, Jean-Jacques Launier, d'étendre un dessin animé qui alors était un simple petit divertissement rapide à l'échelle d'un grand film, d'un long métrage? C'est justement le côté visionnaire, artistique de Disney, Steamboat Willie, ce fameux film où Mickey sifflote avec sa roue. Voilà, c'est le premier film en son synchronisé, comme on l'a dit. Quand on le dit comme ça, il fait tout le premier, toujours. Il fait tout le premier, et c'est vrai que ça remplace le pianiste dans la salle de cinéma qui essayait de se synchroniser en jouant d'un seul coup. Le son et l'image, est synchronisé avec l'image, et les spectateurs sont complètement immergés. Dans les CD symphonies dont vous parliez, ces petits dessins animés, il injecte, et c'est le premier à mettre de la couleur dans le film d'animation. Et avec Blanche-Neige, c'est carrément le premier à faire un long métrage d'animation. Donc à chaque fois, il est le premier dans toute cet art. Et finalement, il crée l'art de l'animation et l'art en général. Et vous parliez de justement cet auditeur qui évoquait ces grands artistes de la fin du 19e. C'est effectivement l'histoire de l'art. Ces artistes Doré, Daumier auraient bénéficié de la technologie. Bien sûr qu'ils auraient adoré animer leurs personnages. Fantasia et Pinocchio 1940, Dumbo 1941, Bambi 42, Alice au Pays des Merveilles 51, Peter Pan 53, La Belle et le Clochard 55, La Belle au Bois dormant 59, tout ça ce sont quand même les grands classiques. Est-ce qu'on peut faire une distinction? Moi je l'ai trouvé de façon très naturelle et très évidente lorsqu'on se promène, lorsqu'on parcourt l'exposition, on voit vraiment les dessins animés entre guillemets classiques et ceux qui sont au sens propre des dessins animés des autres créations plus récentes qui sont aussi très intéressantes et sur lesquelles on reviendra, mais il y a vraiment une période classique, c'est tout simplement celle du vivant de Walt Disney, non? Oui, alors il y a effectivement le vivant de Walt Disney, ce sont des dessins au crayon, des gouaches, etc. Donc c'est vrai que ça nous parle, c'est très touchant de voir les originaux qui ont presque une centaine d'années. Oui. Maintenant, c'est vrai que la technologie suit de façon constante. Quand on parlait de ce son synchronisé ou le premier en couleur ou le premier long métrage, par la suite, ils ont inventé la perspective avec une espèce de machine qui filme les celluloïdes tous les uns après les autres et donc il invente la profondeur de champ. Et puis dans les années 90, c'est quand même aussi dans les studios Disney qu'on fait le premier film en 3D, quoi. Et ça, ils ont continué, la technologie reste au service des artistes et c'est vrai qu'à notre époque aujourd'hui, c'est la première fois depuis l'histoire de l'humanité que les artistes et finalement les scientifiques utilisent le même outil, l'ordinateur, et du coup c'est un nouvel outil au service des artistes, mais ça fait une passerelle culturelle avec l'innovation de Disney. Je me rappelle que lorsque j'étais enfant, quand on m'emmenait voir les dessins animés de Walt Disney, c'était avec une sorte de respect
respect pour une œuvre. Hein. On me laissait entendre, de même que devant un beau tableau ou une belle statue, que c'était beau en quelque sorte. Hein. Il y a cette dimension noble. Il donne à cet art-là, c'est noble, c'est naître de noblesse, on peut le dire. Et c'est ça qui est bien. Et c'est vrai qu'au musée, le musée a beaucoup de succès. On a plein de familles qui viennent, on a plein d'enfants. Et je trouve que c'est très revalorisant que de leur montrer que derrière ce qu'ils aiment, il y a de l'art. Donc ils arrivent dans un musée, souvent parfois à reculons, et là d'un seul coup, ils voient au mur des personnages qu'ils connaissent et ils se mettent à établir un dialogue avec leurs parents autour d'une gouache, autour d'un dessin. Et ça, c'est fantastique parce que je pense que justement, c'est une initiation à l'histoire de l'art. C'est le dessin, c'est la peinture, c'est la sculpture. Alors, il y a des scénaristes, bien entendu, qui établissent l'histoire. Du vivant de Walt Disney, il s'en charge lui-même en grande partie, c'est-à-dire qu'il supervise cette partie-là de très près. Il y a comment ça s'appelle, celui qui donne leur physionomie aux personnages, le fameux Mark Davis, le dessinateur de personnages. Le dessinateur en chef, quoi. Tout à fait, absolument. Alors là, il y en a plusieurs. Il y a ces fameux 9 sages, mais qui travaillent très étroitement avec les animateurs, qui eux donnent le mouvement aux personnages. Tout ça est fait d'après l'étude, effectivement, des animaux, par exemple, quand ils en ont besoin. En fait, Disney adore s'entourer des plus grands artistes de son temps, que ce soit aussi les scientifiques, Hubble pour Fantasia, ou les plus grands musiciens pour ce film-là. Et c'est vrai que sa passion, c'est de pouvoir se baser sur le réel le plus possible afin que l'animation garde sa crédibilité. Oui, il faut que ce soit, il faut qu'une partie de l'émerveillement tienne au naturel, notamment de la démarche, de déplacement des hommes et des animaux. C'est ça surtout. C'est une constante qui va rester. Et c'est vrai que dans l'héritage culturel, je discutais avec un des grands artistes qui avait animé La Petite Sirène, par exemple. À l'époque, il savait pas comment animer les cheveux sous l'eau d'une fille dans les années 80. Et lui m'avait dit, j'avais vu une émission de télévision où on voyait les cosmonautes américains et la capitaine de l'équipe, c'était une femme qui parlait. Elle était en apesanteur et je me dis, la forme de ses cheveux, c'est ça qu'on va pouvoir dessiner sous l'eau. C'est le réel qui sert toujours en fait de base de référence à l'animation. Alors ça, ce sont les personnages. Derrière eux, il y a des décors, bien entendu, qui souvent sont d'une importance considérable. On parlait de Bambi tout à l'heure. Les décors sont d'une beauté folle, sont très nombreux. Et ces décors, il fallait autrefois les peindre. Aujourd'hui, on les conçoit évidemment. Hein. Alors on les conçoit avec un ordinateur, mais ça reste à la main. Une forme de peinture. Absolument. C'est un nouvel outil, mais ça reste dessiné. Et c'est vrai que, alors pour le coup, dans l'exposition, on s'aperçoit effectivement que ça s'appelle le mouvement par nature. Non seulement parce que le mouvement de l'animation est fondamental, mais aussi parce que Disney et les studios Disney accompagnent les grands mouvements artistiques de l'époque. Et sur les décors de La Belle au Bois dormant ou de Alice, par exemple, il y a des grands artistes. Il y a une femme qui s'appelle Mary Blair, qui est une artiste mythique, qui a vraiment un dessin très cubiste, finalement, très design. Edwin Earl pour La Belle au Bois dormant, on voit des arbres carrés. Et quand on voit les gouaches dans l'exposition, on a du mal à revisualiser le film. Mais quand on regarde le film, on voit à quel point ces œuvres vraiment créatives, cubistes, persistent et on les voit finalement dans le film. Ce qui est intéressant dans l'expo, c'est qu'après on voit les films avec un nouveau regard. Alors d'un extrême réalisme à l'origine, on va voir l'inspiration des studios Disney évoluer peu à peu vers une forme de stylisme. Il y a des styles très forts, très marqués. Alors évidemment pour Alice au Pays des Merveilles, La Belle au Bois dormant, les Aristochats. Le dessin est beaucoup moins léché, si je puis dire. Il acquiert une autre dimension. Le dessin évolue. C'est vrai qu'il y a même du surréalisme dans Dumbo. Il y a cette fameuse séquence où Dumbo est pris de vertige sur fond noir avec les éléphants roses. Il y a de l'abstrait dans Fantasia. Il y a du cubisme, effectivement, dans Alice. À chaque fois, il y a cet accompagnement des grands mouvements artistiques. Et donc, il y a un côté lâché sur les Aristochats. Enfin, et ce qui est intéressant dans l'expo, c'est de suivre un peu toute cette approche artistique et culturelle et tout cet enchètrement qui se passe avec les mouvements artistiques de l'époque. Alors, dans les années 1960, Walt Disney anime cette fameuse émission du dimanche soir que ne manquent pas les jeunes Américains. Il est toujours très élégant avec sa petite moustache. Comme ça. Il ressemble un peu au Guy Williams de Zorro d'ailleurs, un petit peu plus âgé, un peu plus... C'est amusant parce que Walt Disney ne tolérait pas barbe, moustache et cheveux longs. Oui, mais sauf parmi ses collaborateurs. Donc, pas de barbe, pas de cheveux longs, mais il y avait cette petite moustache qui ressemblait au personnage de Zorro. Et donc en 1966, il disparaît. C'est un vrai cataclysme, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et évidemment, la question se pose, est-ce que tout ça va lui survivre ? Eh bien, nous allons voir que ça lui a très bien survécu. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Eh bien, voici la version originale de la bande originale du Roi Lion, signée Elton John. C'est vrai qu'en français, Can You Feel the Love Tonight est devenu L'amour brille sous les étoiles. Bon, c'est autre chose, c'est dirons-nous. pas tout à fait aussi poétique peut-être. En fait. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Cette émission vous rappelle bien des souvenirs. Sur Twitter avec le hashtag ACDH, nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Launier, qui est président fondateur de Art Ludique le Musée et commissaire de l'exposition L'Art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature. Et d'ailleurs, Manon vient de nous dire sur les réseaux sociaux, je vous confirme qu'avec 4 enfants de 6 à 12 ans, nous sommes restés 2 heures à l'expo et une vocation de dessinatrice est née. Ça doit vous faire chaud au cœur, ça, d'entendre ça. Ça me touche beaucoup. C'est vrai que j'ai créé ce musée parce que quand j'étais enfant, ça n'existait pas. Et on reste le premier musée au monde consacré au divertissement, à l'entertainment, aux films d'animation. Vous avez déjà fait une exposition consacrée à Pixar ? Absolument, tout à fait, au studio alors, Pixar. Vous allez dire, on est toujours pressé, mais qu'y aura-t-il après ? Après, il va y avoir une grande expo sur les super-héros de DC Comics, la création de Superman, de Batman, de Wonder Woman. Et alors là, pour le coup, culturellement, historiquement, ces mythologies contemporaines font aussi partie de notre univers. Oui, je crois même que c'est entré dans les programmes d'histoire, si j'ai bien vu, en terminale. Là. Alors, comment pourrait-on dire, cette période après la mort de Walt Disney n'a pas dû être très facile à gérer pour les studios. Il a fallu continuer sans lui. C'est un peu ça. C'est vrai qu'ils avaient vraiment perdu une étincelle. Il y a eu ce qu'on appelle un peu un trou d'air. Il y a quelques films qui sont intéressants. Et nous, on s'est attaché dans l'exposition clairement à sélectionner, parce qu'il y en a tellement, les films marquants, les films clés. Et c'est vrai qu'entre le livre de la jungle, on fait un peu une passerelle jusqu'à grosso modo La Petite Sirène, qui reste là du coup ce qu'on appelle la période de la Renaissance, dans lequel effectivement on retrouve d'immenses artistes comme Glen Keane et qui vont effectivement s'attacher à réussir des œuvres avec ce côté Glen Keane qui est un artiste qui est resté 36 ans chez Disney, qui a engagé Tim Burton, qui a engagé John Lasseter et qui a donné un nouveau souffle finalement qu'on retrouve aussi dans La Belle et la Bête. Et après arrive Le Roi Lion, arrive finalement le renouveau de Disney. Mais c'est vrai que la période sous les yeux de Glen Keane là, avec la chevelure absolument infinie. Exceptionnelle. Et ça a été à tel point que Glen Keane, qui était un amoureux de la France et qui vit à moitié à Paris, le studio Walt Disney a créé un studio à Paris pour faire Tarzan, parce que Glen Keane voulait vivre à Paris. Il a dit faisons un studio à Paris, et Tarzan a été réalisé à Paris. Le Bossu de Notre-Dame aussi était Tarzan principalement Tarzan. À Paris. Le Bossu de Notre-Dame, c'est l'inspiration évidemment française, mais il a été surtout réalisé aux États-Unis. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est qu'évidemment de grands artistes contemporains, Nicole Bacharan, se sont inspirés de Walt Disney. On pense à Roy Lichtenstein, bien entendu, Andy Warhol, tout le pop art d'une façon générale. Oui, bien sûr, puisque c'est un art qui vient de la publicité quand même à l'origine, et on voit d'ailleurs que la publicité n'est pas un art mineur quand elle va au bout de son potentiel. Mais au fond, Walt Disney avait débuté dans le dessin publicitaire avant même de commencer à faire ses premiers petits dessins animés. Et Andy Warhol est certainement l'artiste qui fait le lien entre le monde de la publicité et le monde de l'art. Et il y a une filiation assez évidente avec Walt Disney. Merci beaucoup Nicole Bacharan, merci beaucoup Jean-Jacques Launier d'être venu nous parler de cette belle exposition. Art Ludique, le musée propose donc l'art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature. Je sais que vous êtes déjà très nombreux à avoir vu l'exposition, cela dit, et au cas où vous la manqueriez, n'hésitez pas à acquérir le très beau, je dis bien le très beau catalogue, parce que c'est un véritable régal pour les yeux et puis aussi pour l'image. Mais oui, pour les souvenirs et pour la nostalgie forcément.